Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 6 mai 2021. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier l'envoyé spécial américain pour la Corne de l'Afrique, Jeffrey Feltman. Le chef de l'État a examiné avec le responsable américain nombre de dossiers régionaux, notamment les derniers développements du dossier concernant le barrage éthiopien de la Renaissance. Le point avec Perihan Farou. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que l'Égypte avait adopté une politique flexible concernant le dossier du barrage éthiopien de la Renaissance durant ces dernières années en vue de parvenir à un règlement équitable et contraignant garantissant les intérêts des trois pays. Le chef de l'État a ajouté que tous les efforts qu'avait déployés l'Égypte à cet égard lors des négociations n'avaient pas abouti vu l'absence de la volonté politique de l'autre côté. El-Sisi a fait ces déclarations lors de son entretien hier avec l'envoyé spécial américain pour la Corne de l'Afrique, Jeffrey Feltman. Le président a indiqué que le Caire œuvrait toujours en vue de parvenir à un accord sur le remplissage et l'activation du barrage à travers les négociations tenues sous l'égide de l'Union africaine. El-Sisi a souligné qu'il s'agissait d'une question d'existence pour l'Égypte qui n'accepterait aucune atteinte à ses droits au nord du Nil. El-Sisi a appelé la communauté internationale, surtout les États-Unis, à assumer ses responsabilités en essayant de résoudre cette crise. L'envoyé spécial américain pour la Corne de l'Afrique a pour sa part assuré que l'administration américaine œuvrait sérieusement en vue de résoudre cette question sensible, vu l'importance qu'elle représentait pour l'Égypte et toute la région. Et le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec la chef de diplomatie malienne Zélie Moulaï des efforts conjoints déployés en vue de lutter contre le terrorisme et la pensée extrémiste. El-Sisi et Moulaï ont aussi abordé plusieurs questions régionales d'intérêt commun. Ils se sont mis d'accord pour poursuivre les consultations et la coordination sur ces dossiers, surtout en ce qui concerne les derniers développements au Sahel. Moulaï a remis au chef de l'État un message de son homologue malien Ba Ndao portant sur l'essor qu'avaient connu les relations bilatérales. Le président malien a rendu hommage au soutien accordé par l'Égypte à son pays en vue de réaliser le développement. Il a salué aussi la politique adoptée par le Caire pour relancer le travail africain conjoint. Les mesures préventives mises en place hier par le gouvernement en vue d'endiguer la propagation du coronavirus entrent en vigueur dès aujourd'hui pour une durée de 2 semaines minimum. Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue d'une réunion avec le Haut Comité de gestion de la crise sanitaire, le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a annoncé une série de mesures, dont notamment la fermeture des magasins, des centres commerciaux, mais aussi des restos, cafés et cinémas à partir de 21h. La livraison à domicile sera toutefois permise 24 heures sur 24. Madbouli a annoncé aussi que toutes les plages, mais aussi les parcs et les jardins publics seront fermés durant les 5 jours de congé décrétés à l'occasion de la fête de l'Aïd, donc du 12 au 16 mai. La prière de la fête aura lieu dans les mosquées où se déroulent d'habitude les prières des vendredis avec les mêmes mesures préventives et en l'absence des enfants. Tous les rassemblements et activités artistiques ou publiques seront interdits jusqu'au 21 mai. Le Premier ministre a indiqué que le gouvernement œuvrait en vue de fournir de grandes quantités de vaccins anti-coronavirus, ajoutant que le pays recevra de nouvelles cargaisons le mois courant. Madbouli a enfin déclaré que le Haut Comité de gestion de crise sanitaire se réunira après 2 semaines pour examiner les résultats de ces premières mesures. Et les concertations politiques entre l'Égypte et la Turquie, qui ont démarré hier au Caire, se poursuivent aujourd'hui sous la présidence du vice-ministre des Affaires étrangères Hamdi Sanad Loza et du vice-ministre turc des Affaires étrangères. Les discussions exploratoires qui se déroulent au siège du ministère des Affaires étrangères
pendant 2 jours, planche sur les démarches nécessaires pour normaliser les relations bilatérales. Et le ministère de la Santé a annoncé hier que 1102 nouveaux cas de coronavirus avaient été enregistrés, portant le nombre total des personnes contaminées à 232 905. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 64 nouveaux décès, ce qui augmente le nombre total des victimes de Covid-19 à 13 655. L'adjoint de la ministre de la Santé, Khaled Megahed, a entre-temps déclaré que 876 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre des cas guéris à 174 217 cas. L'Égypte entreprend plusieurs mesures pour consolider son leadership en matière de transformation vers l'économie verte. L'État a mis au point une stratégie ambitieuse pour l'énergie durable et a avalisé la mise en vigueur de 691 projets respectueux de l'environnement dans les secteurs de l'énergie nouvelle et renouvelable. Le point avec Perihan Farou. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat, a indiqué que l'Égypte avait entrepris plusieurs mesures pour consolider son leadership en matière de transformation vers l'économie verte. Dans une déclaration faite à la MENA, Mme El-Mashat a mentionné que l'État avait mis au point une stratégie ambitieuse pour l'énergie durable et le gouvernement avait avalisé la mise en vigueur de 691 projets respectueux de l'environnement dans les secteurs de l'énergie nouvelle et renouvelable, de l'eau et du transport. Interrogé sur le rôle du ministère dans la fourniture de la finance verte, El-Mashat a noté que son ministère œuvrait à conclure des accords via des partenariats internationaux en vue de financer ces orientations et renforcer la transformation vers l'économie verte, citant à titre d'exemple le projet du parc solaire de Béban, qui constitue un modèle unique de la coopération multilatérale. Le gouvernement, le secteur privé, les institutions du financement international, a-t-elle précisé, ont contribué à la mise en place du plus grand parc solaire au monde qui regroupe 6 millions de panneaux solaires photovoltaïques sur une superficie de 36 km² et d'une capacité de 1500 MW, ce qui, selon elle, consolide la stratégie de l'énergie durable et reflète le fort engagement du gouvernement à la transformation vers l'économie verte. Elle a de même souligné le financement fourni par son ministère à la mise sur pied de la station d'eau d'El Machamma en péninsule du Sinaï, qui constitue une des importantes stations d'épuration des eaux de drainage au monde, ce qui permet à l'État d'irriguer 70 000 fédans par jour, gérer des milliers d'emplois et renforcer le développement communautaire. L'Égypte, a-t-elle fait savoir, émis les premières obligations vertes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord d'une valeur de 750 millions de dollars américains pour le financement des projets respectueux de l'environnement. Et on termine avec du sport. L'équipe El Ahly affronte ce soir au stade d'Alexandrie et l'Ittihad al-Sakandari dans le cadre du championnat d'Égypte de football. Et au stade du Caire, un autre match opposera Al-Zamalek à Smouha dans le cadre de ce même tournoi. Nous a rejoint par téléphone Hazem Skandarani, commentateur sportif. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, faisons le point justement sur ce championnat. Bien sûr, pour les deux matchs ce soir seront les deux matchs très importants pour les 4 équipes.
D'abord, quand on voit le Mohamed Sakandari, il a l'ambition de prendre la troisième place. Et bien sûr, on sait très bien qu'est-ce que ça veut dire la troisième place et être dans le carré d'or. On voit que le Tahad, il travaille sérieusement sur ça. Et donc là, il ne va pas laisser passer le match facile pour l'Ali. De l'autre côté, on voit Smoura qui vient de battre l'Ali. Et bien sûr, Mohamed vient de faire cette victoire sur l'Ali Zamalek. Donc ça ouvre l'appétit pour Smoura pour battre l'Ali comme il a réussi, le Zamalek comme il a réussi à battre l'Ali. Et toujours, il a les mêmes ambitions que le Tahad possède. Et bien sûr, les deux équipes, effectivement, possèdent deux brigades parfaites, qui sont vraiment capables de faire quelque chose vraiment de formidable ce soir. La situation entre l'Ali et Zamalek, c'est très chaud. On voit que Zamalek, il veut avancer, il veut garder sa place en tête de championnat. Et l'Ali, il a un peu choqué parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas vécu justement, n'a jamais vécu ce qu'il vit ces jours-ci. Il y a non seulement les problèmes de joueurs blessés, mais aussi beaucoup de points que l'Ali a perdu. En 3 matchs, je parle de 9 points. Il n'a pas de 2 matchs, il a égalisé dans un seul. Donc 1 point, 9 points. Ça, pour l'Ali, pour eux, c'est grave. Et donc là, ils veulent à tout prix, soit l'Ali ou ils veulent gagner les 2 matchs qui ne seront pas faciles du tout. Parce qu'ils confrontent 2 adversaires très solides et très ambitieux. Et ils sont bien équipés avec 2 sélectionneurs qui sont très forts. Je parle de Hassan Hassan et Walid Hassan et Ahmed Sani. Donc on voit que les 2 clubs, ils font peur. Oui. D'un point de vue sportif, êtes-vous satisfait de la performance des différents clubs dans ce championnat, plus particulièrement des 2 leaders, donc Ahli et Zamalek? Bien sûr, il y a des clubs qui ont fait vraiment des performances, des prestations qui ils ont brillé pratiquement. Enfin, quand on regarde par exemple le Mahal, c'est quelque chose de formidable, parce que le Mahal aussi, le Tahad Sakandari. Par contre, il y a des autres équipes, c'est un peu décevant et vraiment des points d'interrogation dessus. Surtout, par exemple, quand on parle de Qamloun, de Degla, de Tag al-Harbi, ces 3 clubs, l'Ismaïl surtout, et beaucoup de points d'interrogation. Pourquoi ces grands clubs qui ont vraiment une histoire très importante, je parle principalement l'Ismaïl et le Arab, beaucoup de points d'interrogation, qu'est-ce qui arrive à ces grands clubs? On ne sait pas, on n'arrive pas à trouver une réponse sûre, justement, là-dessus. Il y a des problèmes, tous les clubs ont des problèmes. Problèmes financiers, tous les clubs ont des problèmes financiers. Mais à ce point, quand on parle de l'Ismaïl, des champions d'Afrique, et ils ont gagné le championnat égyptien avant. Alors, ils sont où? Ils sont où maintenant? On voit qu'ils sont à la fin de la liste. Donc là, bien sûr, hormis le problème des Américains dans le championnat égyptien, on voit qu'il y a des clubs qui ont brillé de façon extraordinaire, et des autres clubs, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui arrive à ces clubs. Là, il y a des points d'interprétation très grands vis-à-vis de ces clubs. Justement, est-ce que la pandémie actuelle a fragilisé les clubs égyptiens? Parce qu'on le voit à travers le monde, en l'absence de supporters, en l'absence de publicité et de participation, c'est vrai que plusieurs clubs ont été fragilisés financièrement. Est-ce que c'est le cas ici en Égypte? Oui, mais pas la même proportion. Quand on parle justement des grands clubs comme Real de Madrid, comme la Barça, comme Liverpool, comme beaucoup de grands clubs chez nous, on voit que bien sûr, oui, ils étaient touchés de façon grave. Le championnat égyptien, quand même, et les clubs qui participent dans le championnat égyptien, bien sûr, ils ont perdu de l'argent, mais pas
sur la même échelle. Donc on voit que oui, il faut mettre ça en considération, mais ça touchait beaucoup plus les grands clubs en Europe, plus qu'en Égypte aussi, surtout qu'on voit que pour les problèmes financiers, on voit que l'Amérique est confrontée à un problème financier, mais le gouvernement a aidé, le ministre de Sport, il a intervenu pour aider. Les autres clubs, pareil. Vous voyez, surtout les clubs qui ont une popularité importante. Je parle d'Ismaïli, il y a des interventions de la part de l'État pour les clubs populaires, ce qui n'existe pas ailleurs, ce qui n'existe pas en Europe. Donc là, ça allège effectivement les effets de la crise sur les grands clubs populaires. Hazem Skandrani, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur la télé internationale. Au revoir.